Je vais partir d'Olivier. Célia Marie, vous êtes en train de fonder une fondation qui s'appelle Galactica, vous nous en parlerez tout à l'heure. Marie Schnegans, vous avez créé Never Eat Alone, qui est une start-up. Maintenant, vous dirigez un groupe qui s'appelle Workwell, c'est ça? Vous nous en parlerez. Marjolaine Grondin, vous dirigez Jam, vous avez fondé Jam. Vous avez été salué par le MIT, si je ne m'abuse. Vous avez fait partie des grands inventeurs de la planète sur le sujet des algorithmes. Donc ça nous intéresse aussi. Et Alexandre, Avril, vous dirigez Hexagon. Et vous, votre spécialité, c'est la start-up territoriale. Vous nous en parlerez. Alors, aujourd'hui, la conversation qui va avoir lieu entre ces 5 intervenants, on va commencer par écouter Olivier Carré. Olivier Carré a une expérience très intéressante. Il a été chef d'entreprise, il a été député, aujourd'hui il est maire, et il a donc une très très grande perspective d'analyse. Donc, on va vous écouter. Ensuite, on va écouter nos 4 amis, et la conversation va prendre entre vous pour savoir où va la gouvernance, comment est-ce qu'il faut l'organiser. On vous écoute. Merci. Oui, alors d'abord, j'ai effectivement, dans mon parcours universitaire et d'école, j'ai, avec des copains, fondé à 22 ans ce qu'on appelle aujourd'hui une boutique de gestion, c'est-à-dire en mettant en application ce que je venais d'apprendre sur la théorie du portefeuille et me lancer dans la finance avec le caractère un peu irresponsable que vous avez tous là ici. Et à l'époque, on ne parlait pas de start-up, on ne parlait pas d'éléments, mais en fait, avec le recul, c'était déjà disruptif parce que ça attaquait un monde qui était quand même assez robuste, qui était celui des banques. Et aller chercher leurs clients, rentrer en compétition, même très modestement, c'était sur des modèles qui n'étaient pas très éloignés de ceux que vous êtes en train d'employer. On était en 1983. Donc ces processus, ils sont inhérents à toutes les périodes, même si jamais il y a effectivement des cycles qui marquent des ruptures plus fortes, et on pourra en dire un mot. Ensuite, donc, la boîte s'est développée, et c'est vrai que je suis rentré en politique il y a 16 ans, en étant élu quasiment tout de suite à la charge d'une collectivité territoriale, et puis parlementaire en 2007, fonction que j'ai décidé de moi-même d'arrêter à l'occasion de la fin de la dernière mandature en juin 2017, où je ne me suis pas représenté pour me consacrer uniquement aux mandats locaux. Et donc, alors je voyais Gilles Legendre tout à l'heure qui faisait son rapport d'étonnement. J'ai fait le mien il y a donc 10 ans, où effectivement, comme lui, j'ai découvert qu'il y avait une chose qui m'avait échappé, c'est que dans le mot Parlement, il y a le mot parle. Et alors plus que le mouvement d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, mais le mot parle était quand même un truc qui m'avait un peu échappé, qui assez vite m'a, pour une question de tempérament, un peu agacé. Donc j'ai senti que c'était un peu pareil de son côté. Et effectivement, cette notion, tout ce qu'il a décrit, je l'ai vécu moi-même. Ayant été, puisque j'étais de droite, donc d'abord dans la majorité, puis après dans l'opposition. Il y a juste une chose que je me permettrai de compléter par ce qu'il a dit, c'est que en fait, toute organisation est assez efficace. La question, c'est de savoir, du point de vue dans lequel on est, c'est quoi l'efficacité du système dans lequel on se trouve. Et surtout quand on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on se dit que le système est totalement inefficace autour de soi, ce qu'il a décrit, ce que j'ai vécu, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en fait, ce qui était très efficace, c'était l'organisation du pouvoir en France. Le seul problème, c'est qu'en étant parlementaire, je croyais qu'il nous appartenait, alors qu'en fait, il n'en était strictement rien. Et le système est très efficace pour la haute administration centrale. C'est-à-dire que les débats organisés tels qu'ils sont, la façon dont les textes sont proposés, qui viennent à 99,9% des administrations, et pas des parlementaires. 4000 amendements, il dit qu'il y en a 200 qui pourraient prêter débat, il a 2000 fois raison. Dedans, il y en aura 20 qui seront approuvés, et les 20 sont généralement des amendements que l'administration a passés à quelques parlementaires, donc c'est elle qui conduit tout. Et la question de fond, c'est de savoir quel est le rôle du Parlement en France, dans la Ve République, et j'espère, avec l'énergie qui caractérise aujourd'hui la nouvelle majorité, qu'effectivement, ils vont essayer de prendre en compte ces différents éléments. J'ai moi-même présidé ce qu'on appelle la mission d'évaluation et de contrôle qui s'occupe de contrôler la puissance publique, l'État
dans ses politiques publiques pendant 9 ans, aux côtés de la Cour des comptes. Franchement, quand on en est à ce que Bercy refuse de donner des statistiques, ce que j'ai pu constater au Parlement, qui organiquement a un pouvoir sur l'administration, c'est que quelque part, elle a un manque de considération totale à l'égard du travail que nous sommes, et surtout de la fonction que l'on représente. Donc en fait, le système il est très efficace, mais pas du tout pour ce qu'on croit. Et c'est là qu'est une des clés quand même, c'est là qu'est un des sujets qui résulte de dérives constantes, de droite comme de gauche. C'est pour ça que ça appartient à personne. Alors peut-être que la nouvelle majorité dont les contours sont difficiles à cerner brisera peut-être un certain nombre de choses. Actuellement, j'ai pas bien vu. J'ai même pas vu du tout. C'est-à-dire que les éléments les plus révolutionnaires sur les textes ont bien été mis de côté. Et ce que je vois, souvent, comme annoncés comme étant des réformes inédites ou autres, sont des éléments que j'ai vus apparaître en 10 ans, ressortis des tiroirs, et au gré du moment suivant qu'il fallait faire des économies budgétaires ou que tel ou tel secteur était à mettre en avant. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu beaucoup de regrets à faire le choix que j'ai fait, qu'il a été fait extrêmement vite, il y a maintenant 1 an et demi de ça, pour aller vers la collectivité. Donc ça, c'est quand même, c'est un des premiers points. Et c'est un des premiers points qui montre aussi qu'il y a des questions de gouvernance et de distorsion entre les institutions et la gouvernance, pour revenir au sujet qui nous occupe. Et là, je vais parler cette fois de mes fonctions locales, où je pourrais faire les trois items qui sont arrivés en tête des groupes de réflexion sont 3 items qui peuvent parfaitement coller au monde de l'entreprise et parfaitement coller à l'évolution aujourd'hui du pilotage des collectivités. Une collectivité, c'est les 2 chiffres que vous avez décrits, 3500 agences, c'est à peu près 800 millions de budget, 700 millions de budget, plus 300 dans des satellites annexes et autres, sur une collectivité qui agit pour à peu près un peu moins de 300 000 habitants. Donc nos ressources viennent en partie de l'impôt, en partie de l'État, en partie aussi des prestations que l'on vend, parce que les transports, les cantines, tous ces sujets-là sont des sujets qui d'ailleurs comptent à peu près pour 4 à 5% du PIB à l'échelle nationale. Et donc c'est tout ça qui fait notre fonction. On est par essence un très gros fournisseur de services. On est en permanence sur les questions de logement, sur les questions de sécurité, sur les questions d'accueil des enfants, des personnes âgées, de tout ça. On retrace d'ailleurs assez facilement le rôle de la collectivité quand on se dit qu'est-ce qui se passe dans une famille lambda ou qui se lève à 8 heures, qui va se coucher à 23 heures, où est-ce que la ville est intervenue, où la collectivité territoriale est intervenue pour appuyer telle ou telle démarche à chaque étape de la journée. Et c'est là qu'on voit qu'on est effectivement très présent. Ça veut dire qu'on est aussi très challengé par tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de la société qui amène à se poser les questions que vous vous êtes posées. Je crois qu'un des éléments très, très forts aujourd'hui qui touche aussi bien le consommateur que le citoyen et autres, et ça a été dit dans les conversations, c'est qu'avec l'effondrement du coût de transaction de l'information, à travers le digital, le citoyen veut de plus en plus avoir le choix. Il veut avoir le choix, il veut de plus en plus présider à sa propre décision, même si, comme ça a été rappelé, celle-ci peut être illusoire. C'est Sylvain qui disait que cette notion de souveraineté, elle était très relative, parce qu'on est guidé dans nos choix indirectement par tous les advisors, tout ce qui est... et donc c'est relatif. Ceci étant dit, on garde quand même un pouvoir de décision, et de plus en plus, chacun d'entre nous a envie de l'exercer, accepte de moins en moins facilement des idées vers quelque chose pensé par des gens qui ont présidé à leur choix. Et c'est encore plus vrai dans le domaine public, où l'organisation de la société, l'organisation de nos collectivités est telle que souvent, pour des raisons d'optimisation du service, on a pensé à l'optimum moyen dans la délivrance de ce service, et sous des critères d'efficacité publique, d'efficacité de coût et autres.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez orthogonal avec ce que nos concitoyens attendent. Et on sent une distorsion de plus en plus grande entre le service rendu et le service perçu. Tous nos concitoyens, tous nos agents publics sont généralement en France de bonne qualité. On a des fonctionnaires de très haut niveau. Il y a une bonne évolution d'eux-mêmes à aller vers l'approche vers les citoyens. Ils ont une bonne conscience du service public. Là-dessus, il est exact que quand je suis arrivé du monde de l'entreprise à la ville, j'avais un préjugé assez fort sur la fonction publique et je me trompais. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout cette appréciation du travail qu'ils peuvent faire. En tout cas, il n'y en a pas plus ni moins que dans les grandes entreprises. Il y a aussi des personnes qui maugréent chaque fois qu'elles vont travailler dans les entreprises. Et c'est pareil dans la collectivité. Mais généralement, ils portent une certaine fierté du service qu'ils rendent et du job qu'ils exercent. Donc on a cet élément-là. Ceci étant dit, ils peuvent très bien faire le travail en pensant et en le faisant bien, mais avec une déconnexion totale de ce qu'attendent nos concitoyens. Et là, les collectivités publiques sont face à un défi qui est redoutable, parce que comme il a été rappelé tout à l'heure, l'entreprise, la sanction est assez rapide. La part de marché s'effondre, le disrupteur arrive, l'un d'entre vous, il casse le segment de marché, et la boîte ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le temps d'agir si elle est grosse sur tel ou tel secteur. Elle va essayer de le rattraper, mais le mal est généralement fait. On est sur des cliquets qui sont de plus en plus robustes pour empêcher les retours, les rebonds dans un certain nombre de segments, parce que les places sont prises très très vite. Dans la collectivité publique, on est challengé par pas grand-chose. Il y a les élections, certes. Mais enfin, les élections, elles se font sur un certain nombre de déterminants. Et ce qui est dangereux, c'est que, n'échappant pas à la règle, il va y avoir quand même un déclin de la collectivité et de l'ensemble de l'environnement si elle-même n'est pas portée ou embarque une conscience collective qui porte justement le projet et le destin de cette collectivité. Et donc, si on a un écart qui se creuse très fort entre le service rendu et le service perçu, à ce moment-là, on a des concitoyens qui se désintéressent de la chose, s'éloignent, et à partir de là, ne portent plus leur collectivité. Évidemment, ils peuvent être rattrapés par d'autres services qui arrivent ou autres, mais c'est à nous de nous auto-challenger. Ce qui est beaucoup plus dur que quand c'est clairement un concurrent qui arrive, plus dur. Plus confortable d'un côté, et donc c'est pour ça que c'est plus dur. Et nos propres agents, c'est plus difficile de les motiver à rentrer dans ces zones de changement, parce qu'évidemment ça dérange, il faut se challenger, il faut se remettre en cause, il faut autoriser, ce que j'ai fait devant l'administration, le droit à l'erreur, sur chacune des directions, droit à la faute, non, parce qu'on a de l'argent public, droit à l'erreur, oui, parce que justement il faut arriver à faire en sorte qu'on arrive à se motiver. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à la fois à se challenger, redessiner les services que l'on rend. Donc il y a une grosse partie design de service et on a mis en place toute une cellule de design des services pour justement très courte, très trapue pour être la plus agile possible et embarquer un certain nombre de décisions. Et en même temps, avoir aussi des logiques de gestionnaire. Parce qu'on ne peut pas superposer des couches à l'infini, sinon après on a des dérives qui ne sont pas soutenables sur le plan financier. On n'a pas augmenté les impôts, on est la seule ville de plus de 100 000 à ne pas avoir augmenté les impôts depuis près de 20 ans. Donc, et nous, on assume 16 ans des 20 ans de cette gestion. Donc c'est tous ces éléments-là qui aujourd'hui sont en train de se passer. C'est assez stressant pour les organisations parce que les cadres dirigeants d'une collectivité ne sont pas toujours appelés à se challenger eux-mêmes. C'est pas dans le ressort naturel. Les gens qui ont choisi cette fonction-là, c'est aussi pour avoir une vision longue de leur vie personnelle et donc avoir à se challenger. C'est pas complètement dans leur tempérament, même si c'est des femmes et des hommes de grande capacité, de bonne volonté. On a notamment, nous on a la chance d'avoir un encadrement général qui est assez jeune, enfin pas très jeune, mais enfin qui en gros doit avoir une quarantaine d'années. Donc c'est des gens qui ont un état d'esprit qui est ouvert.
Le rôle du digital aussi dedans, ne pas rentrer dans la surtechnicité, parce que les citoyens la rejettent, plus ou moins. Ils veulent avoir de l'acquisition, mais ils veulent aussi que ce soit le plus transparent possible. Et puis après aussi, derrière, j'arrêterai là, beaucoup de questions qui se posent après sur des évolutions vers lesquelles on veut nous amener, et vers la tentation d'avoir tout modélisé à l'intérieur de l'institution, par une bonne utilisation du cloud, une bonne utilisation du big data qui monte, des algorithmes qui font qu'on a des prises de décision, et plus des aides à la décision, des tas d'éléments qui font qu'au sortir, il y a le risque de perte de cette humanité qui est finalement notre seule raison d'être. Aussi bien en termes politiques, parce qu'on doit être garant du fil humain qui nous est confié. On est des mandataires. Ne jamais oublier ça, c'est la grande différence avec l'entreprise. Quand j'étais chef d'entreprise, j'avais des contrats avec mes clients. Aujourd'hui, je suis mandataire. J'ai reçu un mandat par ceux qui payent l'impôt, et donc qui payent la production de ces services à travers l'administration, et ils me mandatent pour que tout ça se passe bien. Donc c'est là aussi où il y a une grande différence conceptuelle entre le rôle des élus et le rôle des dirigeants entrepreneuriaux. Ça rejaillit sur la notion de bien commun. Moi, une école, elle appartient aussi bien à la mairie, ça c'est domanial, mais elle peut être parfaitement utilisée, elle appartient à tous les citoyens. Et quand je la mets à disposition d'une association, de gens, finalement, je ne fais que leur permettre d'utiliser ce qui leur appartient. Le champ privé, dans l'entreprise, on n'est pas complètement dans ce sens-là. Donc la notion de bien commun, elle sert l'intérêt général. Dans le cadre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été dit tout à l'heure, dans le cadre public. Dans le cadre privé, on n'en est pas là. Le type qui veut faire, qui rentre dans une boulangerie, s'il va directement vers le four en expliquant au boulanger qu'il veut faire son pain, ça ne va pas bien se passer. Et là, celui qui veut propose un programme, même à la limite d'enseignement ou de complément d'enseignement à l'intérieur d'une école, si le projet est intéressant, il faut le tenter. Et là, à ce moment-là, l'école lui est mise à disposition. C'est une illustration. Merci Olivier, merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience. Je fais le pari que beaucoup de choses que vous avez dites résonnent avec les 4 autres intervenants, en particulier, quand vous avez parlé d'écart entre service rendu et service perçu. J'aimerais commencer à poser une question à Marie Schneegans. Quand on s'est parlé, là, vous allez nous parler de votre entreprise, bien sûr, mais quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, il y a 2 mots que vous avez prononcés très fréquemment. Le mot mission, pour définir votre management et votre gouvernance, à supposer d'ailleurs que la différence entre les deux est une réalité pour vous. Et puis, vous avez aussi beaucoup parlé de retour sur engagement. Alors voilà, racontez-nous. Avec plaisir. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Donc on a commencé l'aventure il y a 2 ans. Avant ça, j'étais étudiante à Dauphine en ingénierie financière. Et pendant mes études, j'ai fait un stage dans une banque, UBS. Et c'était très ennuyant parce que les gens, ils ne se parlaient pas. On était des milliers entre 4 tours et j'étais toujours avec les mêmes collaborateurs de mon département. Et en même temps de ça, j'ai créé un espace éphémère qui s'appelle Free Space, en partenariat avec Burning Man, à Paris, où pendant 6 mois, on avait 500 mètres carrés et des gens de différents milieux, comme des artistes, des financiers, des designers, viennent ensemble pour faire des projets. Et donc du lundi au vendredi, j'étais à Zurich, chez UBS, en costume, sans chapeau, super ennuyant. Et le week-end, j'étais moi-même et heureuse avec tous ces partages. Et donc je me suis dit, comment rendre justement UBS plus créatif, les gens se parlent. Et donc j'ai commencé à toquer aux portes, parce qu'il n'y avait pas d'outils. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer des gens qui aiment aussi courir, j'ai pu mieux comprendre la finance de marché, le juridique, et surtout j'étais heureuse d'aller au travail tous les jours. Et de plus en plus, mes collègues sont venus me voir en disant « Marie, comment t'as fait? T'as même pu déjeuner avec le PDG, est-ce que je pourrais venir avec toi ?» Et donc avec un ami entrepreneur, Paul, on a décidé de créer Never Eat Alone, une application pour que les collaborateurs déjeunent ensemble. Et c'est devenu la mission de ma vie, c'est de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés. Et donc tous les jours, même la nuit, des fois je me réveille, j'ai des idées. Donc c'est vraiment un mode de vie 24 heures sur 24 où tu as un projet, et c'est ton bébé, et tu fais tout pour que ça avance pour cette mission. Et donc avec Paul, on a participé à un hackathon à Berlin,
qu'on a remporté. Ça nous a permis d'être incubés à San Francisco. Et en même temps de ça, j'étais prise chez Rothschild. Et donc c'était la première fois où j'ai dû faire un choix entre celui de mes parents ou de suivre mon cœur. Et donc j'ai décidé de partir à San Francisco. Donc mes parents n'étaient pas contents, mais je me suis dit, j'étais heureuse. Vous m'entendez mieux? J'oublie toujours le micro, n'hésitez pas à me dire. Et donc quand je suis revenue en France, où j'avais juste un prototype de l'application, j'ai été voir des grands groupes à la Défense. Ça a fait un petit choc, parce qu'aux États-Unis, il y a ce mindset où tout le monde te dit, il n'y a pas de problème que des opportunités. Et en France, ça commence, on est dans la bonne direction. Et tout de suite, on a eu des grands groupes qui sont intéressés par la solution. Et on a eu nos premiers clients très rapidement, comme par exemple Engie, Vinci, BNP Paribas. Et ça a devenu un effet, je ne sais pas quoi je trouve le mot. Boule de neige, merci. Et aujourd'hui, on travaille avec la moitié du CAC 40 en France et dans 70 grands groupes, à la fois en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc on est basé à New York et à Paris. On est 23 dans l'équipe. On a décidé l'année dernière de lever avec Elior. Oula, vous m'entendez? Tout va bien. 1,3 million avec Elior l'année dernière. Et donc ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous parce qu'au début, pendant un an, c'était grâce aux revenus des clients qu'on a fait grossir l'équipe. Et donc c'était la première fois qu'on avait quelqu'un d'externe dans la gouvernance. Mais justement, on avait la même vision avec Philippe Salle. C'était justement de rendre les collaborateurs plus heureux avec la restauration et pour nous aussi avec toute la partie immeuble qu'on va vous raconter plus tard. Et donc aujourd'hui, justement, on est 23 dans l'équipe, on est 2/3 des ingénieurs. Et en fait, l'organisation, elle est très flat. Ça veut dire que tout le monde peut proposer des idées, faire avancer le projet, parce qu'on a la même mission, donc, qui est de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés. Donc on a cette mission, et donc chaque collaborateur nous rejoint pour ça. Donc on est des co-entrepreneurs. On a un employee pool de 20%. Donc chaque collaborateur est actionnaire de l'entreprise. Et donc on co-entreprend et on fait cette aventure ensemble. Et donc du coup, tout le monde a le même mindset. Et donc j'ai pas besoin d'être derrière tout le monde en disant est-ce que tu as fait ça ou ça, parce que chacun fait de son mieux et on s'entraide énormément. Et l'équipe tech, en fait, on les écoute énormément parce que c'est vraiment l'impact du produit, de la roadmap avec les clients qui est important. Et on a un board donc aujourd'hui qui est constitué de 4 personnes, donc mon cofondateur Paul, moi-même, Anne Lauvergeant et Philippe Salle. Et on les écoute énormément, nos board members, mais aussi des mentors. Donc par exemple, Patrick qui est dans la salle aujourd'hui de Great Place to Work, la fondation Raise avec Clara Guémard et Gonzague de Blinière, nous aident énormément parce qu'ils ont énormément d'expérience et on apprend avec eux. Donc c'est une aventure qu'on vit, donc c'est un écosystème à la fois avec nos clients, nos partenaires, nos actionnaires, donc c'est une grande famille. Merci, merci. Je voudrais maintenant passer la parole à Alexandre. Tout à l'heure, Olivier Carré nous a expliqué que dans le type d'organisation qu'il pilote, il manque quelque chose, c'est la concurrence. Et que cette absence de concurrence rend plus difficile l'innovation, rend plus difficile les efforts, le changement, la transformation. Alors vous, Alexandre, vous avez, d'une certaine manière, inventé un système qui va permettre de remédier à ça. N'exagérons pas, mais vous allez nous en parler. Vous allez dans les territoires et vous recréez, non pas des start-up dans les territoires, mais vous transformez le territoire, au moins pour un temps, en start-up. C'est ça le but d'Hexagone. On vous écoute. Voilà, c'est ça. Alors moi, je vais intervenir du point de vue des territoires et dans le prolongement de la réflexion qui a été ouverte par Olivier Carré, pour témoigner d'une révolution culturelle qui est en cours en ce moment dans les territoires et qui intègre beaucoup plus d'horizontalité, c'était le thème un petit peu de ce qu'a avancé Gilles Legendre ce matin, en matière de concertation et d'ingénierie de projet. Alors effectivement, Stéphane, vous parlez de start-up de territoire, c'est une notion qui est très bien définie, qui est à l'origine lancée par un groupe privé, le groupe Archer à Romans-sur-Isère, qui a essaimé maintenant dans plus de 7 territoires en France, mais qui est en fait témoigne d'une modification des comportements et de la façon d'envisager la concertation dans les collectivités territoriales dont je voudrais vous parler. Au départ, c'est parti d'un double constat. Le premier, c'est la déshérence bien connue d'un grand nombre de territoires français. Et le deuxième, c'est le fait que sur un territoire, tous les acteurs sont liés. Ce qui donne l'effet pervers circulaire que vous connaissez bien. Sur un territoire, une entreprise s'en va, c'est tout de suite plus de chômeurs,
moins de recettes fiscales, moins d'attractivité emploi. C'est donc moins de clients dans les commerces, moins de citoyens engagés dans les associations culturelles, sportives. Donc c'est une moins bonne attractivité résidentielle du territoire, une difficulté pour les entreprises de ce fait à attirer des salariés, des cadres, des compétences, et donc des entreprises qui ne s'installent pas ou qui continuent de fuir. Ça, c'est la dynamique perverse qui est à l'œuvre dans les territoires de la France périphérique, et qui est très problématique, mais qui montre l'interdépendance de tous ces acteurs. Alors, face à ça, le mythe de l'entreprise charmante qui va descendre de son carrosse doré et puis qui tout de suite va créer 2000 emplois sur un territoire est un peu terminé. Et les élus, comme Olivier Carré, sont de moins en moins passifs face à l'arrivée des entreprises et cherchent de nouveaux modes d'optimisation du système économique local. Et c'est le sens de toutes ces démarches un peu de start-up de territoire, c'est d'arriver à créer une dynamique vertueuse qui passe par le collectif. Ça consiste en quoi? Le mode d'emploi. Vous mettez dans une salle tous les acteurs du territoire, la collectivité, donc à la fois les élus, les administrateurs, les entreprises, le bureau de l'emploi, les associations, tous les gens qui sont impliqués sur le territoire. Et vous les faites discuter de leurs besoins, en termes de services, pour les entreprises, pour les habitants, en termes de filières, en posant cette question problématique fondamentale, de quelles actions ou de quelles fonctions le territoire aurait besoin pour aller mieux. C'est vraiment de l'optimisation du système économique local. Et c'est dans un deuxième temps qu'on réfléchit en termes de business model et qu'on va chercher les porteurs du projet. Donc d'abord, on définit les besoins pour tout le monde, et ensuite on se dit, mais qui pourrait porter ça? Qui parmi vous, qui entreprise, qui collectivité, pourrait répondre à ce besoin qui ferait du bien à l'environnement économique? Alors, moi j'en tire, à titre personnel de notre expérience hexagonale, 3 enseignements. C'est que je crois que ça marche bien parce que l'approche est révolutionnaire. Il s'agit de partir de l'approche par les besoins, l'approche par les services concrets. C'est raisonner en termes très pratiques, au bas de l'échelle. C'est ce qu'on observe un petit peu dans les startups, vous savez, qui sont de plus en plus user-centric, comme on dit. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord aux besoins des usagers et ensuite on crée un service et on adapte le service aux besoins en permanence. Donc là, c'est la même chose avec les citoyens. Et c'est très vertueux parce que c'est à la fois plus efficace et plus démocratique. Et peut-être plus efficace parce que plus démocratique. Pour vous donner un exemple rapide, dernièrement, mon cabinet a organisé dans le sud de la Picardie un atelier de développement économique avec tous les acteurs du territoire. On s'est répartis en plusieurs groupes, services aux entreprises, attractivité commerciale, filière agricole. Et tout le monde autour de la table disait, voilà, moi je pense qu'il y aurait besoin de ça, qui manque. Qui peut le faire? Et on est sorti de là avec une liste de projets concrets, avec des porteurs et avec un business plan déjà développé. Donc l'intérêt de cette approche par les besoins, c'est aussi que l'étude de marché pour les porteurs de projets, les entrepreneurs éventuels, elle est déjà faite. Puisqu'on a déjà évalué les besoins. Donc ça, c'est une chose essentielle. Deuxième enseignement que j'en tire, c'est que là, et ça s'inspire beaucoup de l'entreprise, c'est qu'on parle en termes de business model, pour un partage équitable de la valeur. Parce que dans l'ancien modèle, avant, quand on constatait une inadéquation de marché, la réponse, c'était la subvention. C'est la théorie du service public. Or, il y a un risque à ça, c'est un peu de lâcher la proie pour l'ombre. Et que la subvention devienne la véritable incitation, de moyens qu'elle devienne fin. Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, c'est très intéressant d'essayer de résoudre ces inadéquations par l'échange d'informations, l'échange de besoins. Vous voyez ? On s'appuie sur ce qui est déjà existant, sans créer un artifice de subvention, qui éventuellement peut intervenir en second lieu. Mais d'abord, on regarde quelles sont les ressources mal exploitées ou non optimisées qui sont sur le territoire. Et enfin, le troisième enseignement, ça c'est un peu le mot d'ordre, le manifeste du cabinet qu'on a créé avec mes 2 associés, c'est le retour des territoires et le retour des problématiques territoriales. On parlait beaucoup, il y a 10 ans, d'intelligence économique. Je crois que maintenant, on peut parler d'intelligence territoriale. C'est de prendre conscience de la complexité des écosystèmes qui entourent les entreprises, de prendre conscience qu'elles ont besoin de parler à l'environnement, et que quelque part, l'entreprise
a un lieu. Elle est de quelque part. Il n'y a aucune entreprise qui soit de nulle part. Et ce quelque part, il faut le soigner, il faut le travailler. Et la notion que Hexagone essaie de mettre en avant, c'est celle de responsabilité territoriale des entreprises, qui peut se résumer par ce slogan très simpliste, qui est que quand le territoire va bien, les entreprises sur ce territoire vont bien, et quand les entreprises vont bien, le territoire qui les accueille va bien. Merci Alexandre. Alors jusque-là, tout le monde a parlé du bien commun, chacun à sa façon, chacun avec son filtre et son angle. Et on va continuer naturellement. Marjolaine, on va passer à vous. Vous avez créé un média conversationnel, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc vous allez me dire d'abord ce que c'est, comment vous avez fait. Vous avez travaillé avec le MIT, je crois. Et puis ensuite, vous nous direz à quoi ça sert et en termes de gouvernance, comment est-ce que vous le vivez, votre entreprise. Bonjour à tous, merci pour l'accueil et l'invitation. Effectivement, je suis la cofondatrice et la CEO de Jam, qui aujourd'hui est, comme vous l'avez bien dit, un média conversationnel lifestyle pour les, alors ça fait très bien en marketing, les millennials, donc les jeunes qui n'arrivent pas à parler, on ne comprend rien, et ils sont compliqués, ils sont un partout et nulle part, voilà. Donc on a créé un média pour eux, sauf qu'au début on n'a pas du tout fait ça. Au début, c'est aussi un problème que j'ai eu moi-même. On me dit souvent pour entreprendre, il faut avoir envie d'entreprendre et il faut avoir un problème. Moi j'ai des gens qui viennent me voir qui disent c'est bizarre, j'ai pas d'idée, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai pas d'idée. Je dis mais est-ce que tu as des problèmes? Bah ouais, j'en ai plein. Bah c'est bon en fait. Une fois que tu as le problème, finalement la solution, et vous l'avez bien dit, c'est d'abord d'écouter les usagers, utilisateurs, clients, peu importe, et de derrière créer un service. Sauf que c'est pas non plus ce qu'on a fait. J'ai eu un problème qui était qu'en tant qu'étudiante, donc j'ai eu la chance d'étudier dans pas mal d'endroits en France, à l'étranger, et dans des bons campus, des bonnes universités, et pourtant j'avais toujours ce même problème qui était j'ai pas d'accès à l'information facile. J'ai pas d'accès pour trouver un job, un appart, un stage, un covoiturage, une trottinette, un bouquin, toujours les mêmes problèmes partout où j'allais. Et ma première intuition, ça a été de m'associer avec Loïc, un ingénieur aussi, et de créer une application qui permettait aux étudiants de se partager des bons plans entre eux au sein de l'école. Et donc on avait touché du doigt un vrai problème, qui était l'accès à l'information, à la bonne information en tant qu'étudiant, de façon facile et même agréable. Mais la solution qu'on a mis près de 2 ans à créer, à designer, à coder, à pousser tant bien que mal dans les mains des utilisateurs, n'était pas exactement la bonne, elle était très difficile à répliquer. En fait, on a créé une plateforme qui leur permettait de se partager de l'information au sein de l'école. Donc on l'a lancée dans une école, ça a bien marché, puis une deuxième, il faut réitérer l'effort, une troisième, et là on s'est dit ok, on commence à avoir un début d'équipe, on a un peu d'investissement, on est accéléré dans des incubateurs, accélérateurs, etc. Mais si on regarde la vérité en face, oui, on a mis le doigt sur un problème, mais la solution n'est pas la bonne. Et là, vraiment, au bout de 2 ans, on est reparti de 0, et quand je dis 0, on a essayé de partir de 0,1, on va dire, en disant à des utilisateurs, venez nous voir et testez mes nouveaux prototypes d'applications, dites-moi ce que vous en pensez. Et là, ils nous disaient, non, mais en fait, j'en ai rien à faire d'avoir une énième application. Si tu veux m'aider, je vais te dire quel est mon problème et tu vas m'aider à le résoudre. Et donc là, on se retrouve vraiment à moins que 0 avec des gens qui nous disent, moi, je cherche une salle de gym dans le 18e près de chez moi qui fait tel sport à moins de tel prix. Moi, je cherche un bar à mon image, où on est mon date Tinder, où il y a du bruit, mais pas trop, c'est sympa. Je cherche une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman, je cherche à faire un visa pour le Vietnam. Enfin bref, on commence à collecter leurs problèmes. Et en fait, on leur dit, d'ici 24 heures, je reviens vers toi par mail avec des solutions. Et c'est ce qu'on a fait. On était 5-6 autour d'une table à aller chercher, faire vraiment les recherches à la place des gens, et à leur envoyer un mail en leur disant, bah voilà, bonjour Jean-Claude, c'était vraiment Jean-Claude qui cherchait une salle de gym, j'ai trouvé 2 salles de sport pour toi, j'espère qu'elles te plaisent. Et là Jean-Claude me répond dans la demi-heure, merci beaucoup, je vais m'inscrire à la 2e, et d'ailleurs j'ai une autre question pour toi, et en plus, est-ce que je peux donner de l'adresse mail à un ami que ça pourrait intéresser parce qu'il cherche quelque chose. Et là on se dit, ok, en 24 heures on a résolu la boucle, on a créé la boucle problème-solution pour des vrais utilisateurs, et on n'avait pas eu besoin de coder, de designer, de se torturer l'esprit, de faire des brainstorms, des mock-ups, des roadmaps, etc. Non, on a juste eu des vraies personnes en face de nous et on a résolu le problème pour eux. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et depuis Jam, ça s'est construit autour de ce cœur, de cette idée. Pendant 1 an et demi, on a conversé avec, certes, des humains et un peu de intelligence artificielle / machine.
faut toujours dire IA et pas machine parce que c'est plus sexy, mais des outils technologiques avec un peu d'intelligence, de plus en plus, pour répondre à non pas 1, 100, mais 100 000 personnes qui envoyaient des requêtes à Jam par mail, par SMS, puis sur Messenger. Alors c'était en juillet 2015, donc Messenger, on ne parlait pas du tout des chatbots, il n'y avait aucun écosystème qui avait été créé pour, c'était vraiment un peu en mode pirate, c'est-à-dire qu'on utilisait nos propres comptes, on disait aux gens, va discuter sur ma page. Ça faisait des choses où j'expliquais Jam pendant 15 minutes en disant, il n'y a pas d'application, j'ai discuté avec lui comme un ami via Messenger, les gens étaient hyper fascinés, et à la fin ils me disaient, je ne trouve pas l'appli sur l'App Store. Je dis, non, en fait, il n'y a pas d'application. Mais comment ça? Comment ça peut marcher s'il n'y a pas d'application? Il faut discuter avec la page. Avec le community manager, pas vraiment. En fait, derrière, tu as 100 personnes qui se relaient dans le monde entier pour répondre aux questions. Il y a une intelligence artificielle qui aide à la décision, puis prend la décision, etc. Enfin voilà, donc ça a été une aventure hyper excitante jusqu'à ce qu'il y a un an, pile, Jam recevait 10 messages par seconde et ça devenait ingérable avec des humains qui devaient intervenir à chaque étape. Et on s'est dit, ok, on repart en mode sous-marin pendant 3 mois, on laisse vivre le produit moitié humain, moitié intelligence artificielle, et on se met en mode commando. Et on crée un produit qui sera beaucoup plus réaliste aussi avec l'écosystème des bots qui est né et les attentes de nos utilisateurs, qui est 100% automatisé. C'était un grand pari parce que jusqu'ici on s'était un peu enlevé la contrainte de créer un produit, on crée un service. C'est pas du tout le même travail parce qu'un produit, il faut d'abord créer quelque chose et après le tester. Un service, d'abord je reçois une demande et j'optimise ma production derrière, ma création de valeur derrière. Et donc on a lancé le 26 janvier, donc je me rappelle c'était vraiment une date importante, le 26 janvier 2017, dans la nuit, de 3h à 4h du matin, on a remplacé le Jam, moitié humain, moitié IA, par un véritable chatbot, 100% intelligence artificielle, et on est passé de 0 à 50 000 utilisateurs en juin, 100 000 en septembre, 250 000 aujourd'hui, donc on fait à peu près 2000, 2500 inscrits par jour. On a fait, avec le Jam, moitié humain, moitié IA, on avait fait 2 millions de messages en tout. Aujourd'hui, on en fait 3 millions par semaine. Ça a complètement décuplé. Et donc, c'est à peu près 10 messages par seconde et non plus un message toutes les 10 secondes. Voilà. Donc, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et je pense que ce qui est intéressant à retenir dans toute cette trajectoire, qui est facile à raconter là comme ça à 11h30 en 2 minutes, mais quand ça prend 2 ans plus, c'est beaucoup plus... j'aime bien, c'est toujours sympa de raconter l'histoire d'une start-up, mais... derrière, il y a des enjeux, il y a des humains, il y a des utilisateurs, des clients, des investisseurs, il y a du temps, il y a des coûts d'opportunité aussi, mais bref, c'est passionnant. Mais c'est beaucoup plus douloureux et aussi excitant que juste 2 minutes à raconter. Mais je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est qu'on a eu besoin que nos équipes soient des vrais caméléons, passionnés, résilients et très créatifs. Et j'entends souvent, quand je discute avec des grands groupes, des employeurs qui me disent on a besoin maintenant de un mouton à 5 pattes pour innover, pour venir combler un manque là dans un créneau, etc. Et à chaque fois, moi je me dis l'inverse, je me dis mais c'est fou, en fait nous on n'a que des moutons à 5 pattes et maintenant on va avoir besoin d'un exécutant brillant, performant sur un sujet. Mais en fait, et je pense que c'est propre à pas mal de startups, c'est qu'on a besoin que de moutons à 5 pattes qui sont passionnés, qui sont là pas pour des raisons extrinsèques, mais pour eux. C'est vraiment, je viens tous les matins, je sais pas ce qui m'attend, je vais devoir apporter énormément de ma personnalité à l'entreprise et aussi être un bon exécutant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la double casquette, c'est pas des stratèges, penseurs, c'est des gens qui sont capables d'imaginer la stratégie dans un cadre qui change super vite, où finalement même le mot cadre, il est même un peu... c'est pas un cadre en fait, c'est une machine, un endroit, quelque chose qui se passe, qui va vite, qui bouge de l'intérieur, de l'extérieur. Et ces gens sont obligés d'avoir la lucidité de comprendre ce qu'on attend d'eux, mettre en place des choses qui nous surprennent. Et moi j'adore, j'ai besoin que mes employés, mes équipes me surprennent. Et donc si j'ai besoin qu'elles me surprennent, il faut que je leur donne des clés, la possibilité de le faire. Et derrière, qui vont savoir exécuter brillamment leur plan qu'ils ont imaginé eux-mêmes et mis en place eux-mêmes. C'est complexe, mais c'est intéressant. Merci Marjolaine. Alors sur scène, vous êtes tous très ambitieux et c'est très bien, hein, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir nous parler, mais probablement le dernier intervenant va mettre la barre encore bien plus haut. Bien plus haut parce que Célia
vous êtes en train de créer une fondation qui se fixe pour but, en vous donnant un peu de temps, de modifier la gouvernance de la planète. C'est bien ça. Donc, d'abord, bonne chance. Excellente idée. Mais au passage, vous avez quand même réfléchi aussi à la manière de conduire les entreprises. Et vous avez imaginé une gouvernance recentrée sur ce que vous appelez la raison d'être fondamentale de l'entreprise. Alors, parlez-nous de vous, de votre parcours de Galactica et de l'entreprise. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup Jean-Maurice Vergniaud, merci Stéphane Marchand et merci Denis Terrien pour cette invitation. Alors moi, en fait, j'ai étudié les sciences politiques et donc j'étais vraiment passionnée par cette question du vivre ensemble au-delà de nos différences. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble et pour nous enrichir mutuellement de nos différences? Dans ce cadre-là, j'ai voyagé dans le monde entier, notamment dans des pays en développement, dans les secteurs d'engagement sociétal et citoyen, pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment participer à créer finalement une gouvernance qui nous permet à chacun d'être dans notre singularité et d'exprimer notre talent et donc de nous enrichir les uns les autres. Et finalement, en fait, ce que je me suis rendu compte en creusant, c'est que dans mon cœur, ce que j'avais, c'était la danse. J'avais envie de danser. Et donc je suis aussi une artiste. Et finalement, Sciences Po, c'était très bien, mais c'était assez conceptuel dans la tête. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dansé, j'ai écouté mon cœur. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est vraiment une transformation de mon être à travers cette expérience du corps, cette expérience incarnée. À partir de là, j'ai commencé à travailler en tant que consultante facilitatrice, où j'ai créé des expériences où les personnes peuvent se transformer et monter en conscience ensemble afin de créer de la valeur, afin de converger dans un projet commun et d'avancer vers une direction commune. Et donc, en fait, c'était ça. C'était ça Galactica, ou en tout cas, c'est ça Galactica. C'est comme ça qu'on peut créer, renouveler, participer à faire émerger un nouveau paradigme de gouvernance au niveau planétaire et permettre à l'humanité, finalement, de se saisir de son destin, de faire la paix au-delà des différences culturelles et de créer, de générer de l'abondance pour tous, de créer, de renouveler une économie au service du bien commun et au service de la singularité de chacun, au service de chacun. Est-ce que vous avez envie de passer des messages à nos 4 intervenants, nous passer des messages sur l'avenir? D'abord, je pense que d'abord c'est fantastique de se dire que on est des jeunes femmes, des jeunes hommes, un jeune homme là en l'occurrence, la parité n'est pas trop respectée, pour une fois. Et donc mais tant mieux, hein, la femme est l'avenir de l'homme, c'est ce truc de macho qui ressort. Mais ceci étant dit, le fait qu'il y ait des idées, qu'on s'empare de sujets à partir des problèmes pour trouver des solutions, et qu'aujourd'hui, aussi bien le digital que la connexion permet des solutions dites scalable qu'on peut justement projeter à une échelle extrêmement importante, c'est vraiment passionnant. Et ce qui est caractéristique, c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec la création d'une sorte de fonds de commerce, et puis par Jam, et puis à un moment donné, son industrie, on appelait ça il y a 20 ans l'industrialisation, vous êtes passé à l'industrialisation, et donc et à partir de là, la réplication qui permet d'adresser à une échelle qui finalement est planétaire, et donc de développer. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques extrêmement importantes. Et ça fait partie aussi des éléments qui interpellent ce qu'a dit la promotrice de Galactica, donc Célia, sur le fait qu'aujourd'hui, des rapports qui existent entre des institutions peuvent dépasser le champ qui a été posé par les nations. Moi, je le vis à l'intérieur des villes. Quand on dialogue avec des villes chinoises, avec des villes des pays de l'Est, avec des villes américaines, avec évidemment des villes européennes, africaines, on voit que les problématiques ont été posées de façon globale et que les réponses se font à l'intérieur, alors des villes ou des campagnes, hein, mais enfin je veux dire des territoires. Ça, c'est essentiel. On est toujours quelque part. Le cloud, peut-être qu'il est au-dessus, mais la vie, elle se passe les pieds sur terre. Qu'on soit une entreprise, qu'on soit quelque chose, on est quelque part. Et c'est à cet endroit que s'inventent des solutions. Et alors, ça passe par tout ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques ou autres, mais au-delà des échanges de bonnes pratiques, ce que je trouve passionnant, c'est d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir de commun dans les aspirations d'une ville chinoise, d'une ville française, d'une ville américaine, avec évidemment des différences culturelles majeures,
qui me font douter, peut-être même redouter, qu'un jour il y ait une unification de l'humanité. Mais ça, c'est un petit message personnel. Mais ceci étant dit, la recherche, l'aspiration des classes moyennes, des classes populaires, de ceux qui veulent entreprendre, de la jeunesse, de ceux qui aujourd'hui, sans être uniformes, visent à des aspirations qui sont communes et partagées. Et là, les dirigeants des villes, avec leur système d'élection différent, enfin élection même parfois même entre guillemets, hein, je pense à la Chine, donc et finalement, c'est de répondre à ça. Et donc, on invente, on est obligé nous-mêmes de se challenger, mais on s'appuie aussi sur ces réseaux-là. Et ça donne des configurations qui sont nouvelles et sur lesquelles, par exemple, pour le traiter en général avec eux, les ambassades courent après les initiatives des villes. Et on voit que les États, finalement, n'apportent pas les réponses, en tout cas l'entraide entre les États n'apporte pas les réponses que les villes sont en train de s'apporter en réseau entre elles. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une autre vision de la mondialisation qui existe évidemment par les firmes, mais qui existe aussi à l'échelle de ces gouvernances. Et là encore, la digitalisation, les avions, etc., font que les échanges peuvent être extrêmement intenses, et ce qui n'existait pas il y a quelques décennies. Donc ça regroupe plusieurs points qui sont abordés ici, et ça existe aussi sur nos territoires. Un petit mot pour Hexagone, parce que cette notion, elle est vraiment intéressante. Ce qui moi m'intéresse, c'est que vous l'avez pensé sous une logique d'appui avec un regard que je trouve très pertinent. Nous, on essaye modestement de créer ce qu'on appelle les chaînes de valeur, mais qui reviennent à peu près à ça. Alors après, il y a des questions d'échelle aussi, parce que ce qui peut être scalable avec des algorithmes, avec des fermes de serveurs et autres, n'est pas tout à fait la même chose quand on est sur le territoire et qu'on est justement sur des territoires qui ont des seuils de rupture par eux-mêmes. C'est organique à la constitution d'un ensemble. Il y a par exemple, il y a quelques siècles, les villes, à partir d'une certaine taille, développaient des épidémies, développaient toute une série d'éléments qui faisaient qu'à un moment donné, la population s'effondrait en nombre. Ça leur permettait de repartir et de recroître. Mais il y avait des éléments comme ça qui faisaient qu'au-delà d'un certain nombre, on a ces effets de rupture, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les systèmes, hein, c'est un effet systémique. Et donc, et là, justement, les villes, elles, auront du mal à avoir ces échelles dites scalable. Par contre, ce que l'on voit, c'est que ce qui monte très fort, c'est la complexité des rapports, justement du fait de la demande des individus, la complexité qui est là la source sur laquelle l'expansion d'une ville peut s'effondrer. Et utiliser ce qui permet justement de simplifier la vie des gens de façon très concrète, en faisant appel notamment à des startups pour leur confier un certain nombre de missions, en leur donnant des datas à travers l'open data, je suis un grand partisan de l'open data, fait qu'à la sortie, ils trouvent des solutions qui permettent justement d'aborder cet ensemble qui paraît complexe, en faisant en sorte que cette complexité ne crée pas des effets d'effondrement sur le fonctionnement de la ville, mais au contraire une capacité aux individus de pouvoir trouver justement leur capacité à choisir, leur capacité à individualiser la prestation, etc., qui est l'avenir de la façon dont ils appréhenderont le devenir de leur propre ville. Les villes n'appartiennent pas aux élus, elles appartiennent au peuple et à leur propre destinée. Donc c'est eux qui la font. À nous en charge d'organiser la bonne gouvernance, comme ça avait été dit tout à l'heure, pour que justement ils s'approprient les choses en n'oubliant pas qu'ils défendent chacun un intérêt particulier et que nous, on a la responsabilité de les faire converger vers un projet commun qui garantit l'intérêt général. Donc, et c'est très visible sur les territoires où la liberté des uns commence là où finit celle des autres, hein, notre backyard, etc., etc. Donc ça... Tout ce qui aujourd'hui challenge les entreprises, tout ce qui est à l'origine de nouveaux marchés, de nouvelles demandes, etc., est à l'œuvre dans le corps social profondément et est à l'œuvre dans la constitution de toutes les entités démocratiques, États et surtout les territoires. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions grâce à Slido. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'affiche là-haut. Marie, est-ce que vous pourriez nous développer votre notion de retour sur engagement? Comment vous définissez ça? Comment est-ce que vous utilisez ce retour?
Donc souvent, on me demande, quand on va voir un DRH, alors c'est quoi le ROI de Never Eat Alone? Et c'est des choses qui sont très difficiles à voir. Mais pour moi, c'est plutôt un retour sur engagement. Comment le collaborateur, justement, il va pouvoir mieux se sentir et être plus engagé au travail et ainsi être plus productif. Donc en fait, on a commencé par Never Eat Alone. Et après avoir implémenté dans beaucoup de grands groupes, on recevait à chaque fois le même feedback. C'était que les collaborateurs, ils voulaient aussi faire du covoiturage, ils voulaient commander à manger, ils voulaient faire du sport ensemble. Et donc on a décidé de s'inspirer de WeChat en Chine pour créer une plateforme ouverte qui s'appelle Workwell et qui permet d'intégrer tous les services au bureau. Donc on a fait aussi un partenariat avec Unibail-Rodamco pour pouvoir même badger depuis Workwell. Et du coup, grâce à cette application, les collaborateurs se sont plus engagés. Ils peuvent créer des events, donc c'est des meet-up en interne, par exemple un déjeuner sur le Bitcoin ou faire un tournoi de ping-pong. Donc ça peut vraiment aller de A à Z. Et du coup, les collaborateurs, ils passent du temps au travail et ils se sentent bien. Donc c'est plus le ROI, mais le retour sur engagement qui est important pour nous. Merci. Marjolaine, vous avez tout à l'heure dit, dans mon entreprise, j'ai besoin uniquement, si j'ai bien compris, de moutons à 5 pattes. Alors, très bien. Mais il y a un moment, dont vous allez croître, on vous le souhaite, il y a un moment où, pas possible. Il faudra bien que... ou à la limite, si vous n'avez que des moutons à 5 pattes, cette uniformité va finir par vous détruire. Donc, comment vous voyez l'avenir? Ce que je disais justement, c'est quand je discute avec des employeurs dans des plus grandes structures, ils me disent j'ai besoin maintenant d'un mouton à 5 pattes pour innover. Et moi, je me dis l'inverse, je me dis j'ai des moutons à 5 pattes et j'ai besoin maintenant des gens qui sont brillants pour exécuter très bien un plan d'action, etc. Parce qu'effectivement, un mouton à 5 pattes, on ne peut pas avoir que des moutons à 5 pattes dans une entreprise, dans une structure, parce que il faut inventer, il faut créer, il faut réagir à des modifications, des perturbations externes, internes, mais il faut aussi exécuter très très rapidement. Et ces fameux moutons à 5 pattes, du coup, sont parfois, sont bons partout, mais on a besoin d'avoir des gens très brillants en exécution. Et surtout, je pense que c'est une énorme opportunité pour ne pas avoir à manager, mais plutôt à l'idée. J'aime bien, j'avais lu sur la distinction entre un manager et un leader. En fait, le leader, il va inspirer, il va donner la direction. Et c'est un peu ce que j'entendais aussi chez Marie. J'ai pas besoin d'être derrière eux, j'ai surtout pas besoin de les micromanager, et alors ce serait contre-productif. J'ai pas besoin de leur donner une liste de tâches, je dois plutôt leur insuffler du sens, mais savoir aussi, et ça se fait dès l'embauche en fait, pourquoi ils sont là, et s'assurer en fait que ce qu'ils viennent chercher au quotidien dans l'entreprise, mais qui reste 1 an, 2 ans ou 10 ans, peu importe, en fait, ce qu'ils viennent chercher à l'instant T quand ils seront présents, c'est quelque chose qui est important pour eux, et c'est pas des motivations extrinsèques. Et donc, tant que le why, donc le pourquoi, la raison d'être de l'entreprise, elle résonne avec leur raison d'être personnelle, finalement, que ce soit des monstres d'exécution, des moutons à 5 pattes, des créatifs, des designers, des développeurs, des gens sur le business, etc., peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils soient alignés et qu'en fait, ils sachent qu'ils ne sont pas là pour uniquement l'entreprise, mais d'abord pour eux. Et c'est pas de l'individualisme, c'est encore moins de l'égoïsme, mais c'est une réalité qui est que si l'on veut que les gens soient passionnés et vraiment donnent le mieux de chaque jour, malgré les difficultés, malgré les challenges, et soient vraiment prennent pour eux aussi les victoires de l'entreprise, c'est important qu'ils soient engagés personnellement. Et c'est d'abord, l'entreprise, c'est d'abord, à mon sens en tout cas, plein d'individualités qui sont là à un instant T pour faire quelque chose, et qui s'incarnent dans le bien commun, le développement de l'entreprise en tant que tel. Mais je pense que c'est illusoire de se dire les gens vont tout donner pour l'entreprise, quitte à sacrifier des choses qui sont importantes pour eux, parce que voilà, tous pour un, donc d'abord un pour chacun, et après un pour tous, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose en tant que manager, leader, entrepreneur, peu importe le terme, mais quelqu'un qui gère des équipes, qui gère une structure, ne doit pas perdre de vue ce fait que les gens, tant qu'ils y trouvent du sens pour eux, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et ce sera bénéfique pour la structure. Et en plus, tout le monde a envie d'être dans une équipe qui fonctionne, d'être dans une dynamique collective, parce que ça fait du bien à soi. Donc finalement, c'est très bénéfique si chacun y trouve son compte d'abord. Merci Marjolaine.
Alexandre, vous avez dû acquérir une certaine expérience dans vos contacts avec les territoires auxquels vous apportez des conseils. Est-ce que notre chantier l'année dernière, Entreprise et Progrès, c'était faire de l'entreprise un bien commun, oui, mais avec quelle gouvernance? Est-ce que vous avez identifié dans votre façon de fonctionner des marqueurs, des critères, des indicateurs de ce que pourrait être une gouvernance qui vise au bien commun? Est-ce que vous avez une sorte de typologie, quoi? Alors, il y a toujours d'un point de vue territorial, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans les territoires, c'est la part d'affection irrationnelle que certaines entreprises, parce qu'en fait certains entrepreneurs ont, pour leur territoire. On dit souvent qu'un entrepreneur, c'est un personnage totalement rationnel. L'homo economicus parfait. C'est faux. Vous savez qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est d'abord quelqu'un de passionné. Sinon, il ne serait pas là, il ne ferait pas ce qu'il ferait. Et s'il est passionné, il a des motifs irrationnels d'attachement à un certain nombre de critères d'incitation à son activité. Et ça peut être l'endroit d'où il vient. Et on observe dans les territoires, moi ça me frappe énormément, et je crois qu'il y en a de plus en plus, des entrepreneurs qui viennent s'installer à l'endroit où ils sont nés, ou parce qu'ils ont un territoire d'attachement, et qui du coup créent un bienfait formidable autour d'eux et dans l'écosystème local, parce qu'ils installent une usine qu'ils auraient pu mettre ailleurs, mais ils la mettent ici, en plein milieu de la campagne, parce que c'est chez eux, qui du coup créent des filières, créent des services, rachètent des commerces, rachètent des dents creuses dans les centres-villes pour y mettre un commerce d'occupation, une pépinière de start-up, un incubateur de projets. Donc il y a une fonction sociale et territoriale de l'entrepreneur qui est extrêmement frappante. Donc dans cette réflexion-là de l'évolution de la gouvernance pour engager des démarches vertueuses de bien commun dans les territoires, je crois que les entreprises ont un très grand rôle à jouer dès lors qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas déconnectées du territoire parce qu'elles sont connectées entre elles. C'est ce dont vous parliez, Olivier Carré, tout à l'heure, c'est quand des acteurs qui se ressemblent commencent à se parler, vous parliez des villes à l'échelle supranationale, il ne faut pas qu'elles oublient qu'elles ont derrière un arrière-pays, ces villes. Et il ne faut pas que les entreprises oublient qu'elles ont elles aussi un arrière-pays. Donc il y a une nécessité, une urgence même pour les entreprises à prendre conscience qu'autour d'elles il y a un écosystème à soigner. Un tout petit exemple, quand vous êtes sur une ville de 5000 habitants, l'entreprise la plus importante en termes de chiffre d'affaires, c'est souvent le supermarché. Le patron du supermarché a tout intérêt à financer les associations culturelles et sportives de la ville pour que celles-ci restent attractives, pour qu'il continue d'avoir des clients. C'est-à-dire qu'il doit générer des externalités positives qui ne sont pas à court terme rentables pour lui, mais qui, parce qu'elles font du bien à son environnement, font du bien à son activité commerciale. Merci beaucoup, bravo. On l'applaudit. Olivier Carré, est-ce que vous avez encore des choses à partager avec nous sur ce que vous aimeriez faire? Je vais juste donner une illustration de ce qui vient d'être dit. On a voulu faire sur Orléans un grand incubateur, comme il en existe dans pas mal de métropoles, et on a transformé une usine pharmaceutique qui fait 15 000 m² en un incubateur dit de start-up. On ne l'a pas fait, ça a été payé par la ville, 12 millions d'euros, mais on l'a fait en disant à un groupe d'entrepreneurs qui étaient volontaires, vous allez être les maîtres d'ouvrage. Nous, ville, on va passer les marchés, on a une responsabilité, etc. On met l'argent. Bon. Et c'est vous qui allez piloter de A à Z l'ensemble du projet. Et en faisant ça, ils ont d'abord très bien réussi. Ils se sont coltinés, ce que moi j'ai découvert, c'est-à-dire la joie des marchés publics et autres. Donc ils ont compris que voilà, c'était pas si simple que ça, mais donc ça les a beaucoup intéressés. Et ce groupe, qui était une dizaine de chefs d'entreprise, certains de taille moyenne, certains de petites entreprises, de cadres dirigeants de grosses boîtes, qui ont passé du temps à faire ça, ils ont produit un lieu qui a immédiatement démarré, qui est un très grand succès, qui a immédiatement démarré parce qu'il y avait déjà l'âme. Et quelque part, c'était leur bien. Le but, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait une dynamique entrepreneuriale qui aille bien au-delà des mètres carrés. Après, on y a ajouté plein de trucs, une
une cellule d'intelligence économique, tout ce qui va bien pour l'accueil, etc., etc. Et le succès fait qu'aujourd'hui, des fédérations nationales regardent ce lieu pour y implanter justement vos collègues dans des domaines très spécifiques. Donc, très gros succès. Et là, on a découvert un nouveau système de gouvernance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la puissance publique alors, paye le lieu, garantie par le fait qu'elle est elle-même détentrice du lieu, on garantit ce que j'appelle la neutralité, au sens de l'Internet. Neutralité de l'Internet, ce qui nous permet, parce qu'on est puissance publique qui détient le lieu, de garantir aux entreprises une bonne relation entre elles. Mais tout ce qui était la conception, aujourd'hui tout ce qui est la gestion à l'intérieur, où le site est autogéré par une tribu d'entrepreneurs. Tout ce qui fait que tout le fonctionnement courant et tous les développements sont assurés par les groupes des entreprises qui sont dedans, tous ces éléments-là m'ont donné l'idée que finalement, et c'est ce que j'applique aujourd'hui sur quasiment tous les projets, c'est les communautés intéressées à un projet. On est par exemple sur le projet d'un grand centre de création plastique. Eh bien, on a convoqué là des profs, des artistes, deux artistes nationaux qui viennent donner leur savoir-faire, etc. Et c'est eux qui sont en train de faire le lieu. Donc on est sur des vraies logiques de co-construction qui sont une des réponses que j'ai trouvées par rapport à différentes tendances que vous évoquez, et qui sont une des réponses en termes de gouvernance où la ville assure l'objectif. On a besoin d'un incubateur, on a besoin d'un centre de création artistique et autres, mais ce sont les acteurs de la communauté qui sont en train de construire leur bien commun au nom de la commune, parce que justement la commune, c'est l'impôt de tout le monde, donc je peux dévoluer une partie pour faire ce bien commun, et sans se l'approprier, parce que ça reste la propriété de l'institution ville, donc de tous les citoyens, sans se l'approprier, ils vont pouvoir faire ça. Ça, c'est une gouvernance participative intéressante. J'avais une question à leur poser. Oui, alors rapidement, mais oui. Rapidement, c'était est-ce qu'ils résisteront à un gros chèque ou est-ce qu'ils ont envie de pousser loin leur entreprise? Parce qu'aujourd'hui, la France a besoin de TI, a besoin de boîtes qui croissent. Et moi, je vois beaucoup, je parlais de start-up chez nous, il y en a 2 qui se sont fait bouffer comme ça. Alors, très bien, hein, les gens de vos âges ont reçu des chèques inespérés au moment où ils ont créé leur truc. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils puissent aller beaucoup plus loin et voilà, et en maturité pour créer des boîtes de plusieurs centaines, voire de milliers de salariés français. Enfin, français ou étrangers, je m'en fiche, hein, mais qui soient, voilà. Alors la réponse de nos 4 amis. Nous, c'est pour faire une IPO. Oui. Voilà. D'accord. De rentrer en bourse. Voilà, ouais, c'est clair. Pareil, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, autonome. Ah oui, nous rester autonomes au maximum parce que de toute façon, nous on est une entreprise de conseil, donc il y a un très fort institut personnel. Donc il ne s'agit pas de se revendre derrière. D'accord. Célia, j'imagine que vous ne souhaitez pas vendre la fondation par définition. Mais non, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Donc vous, c'est créer cette fondation et lui donner une réalité planétaire. Oui, voilà, tout à fait. Et en fait, vraiment, c'est inviter les personnes en fait, à nous rejoindre pour vraiment participer à cette aventure où chacun, on peut vraiment rentrer en dialogue à partir de notre raison d'être et en fait vraiment incarner ce qui a le plus de valeur pour nous et vraiment réintégrer notre responsabilité les uns envers les autres et envers la planète Terre. Merci beaucoup, merci à tous les 5.